Le studio de Savoie News reçoit aujourd'hui Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie. Hervé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien de début d'année. C'est l'occasion de faire un point très complet. Alors, on va parler bien sûr de l'actualité, mais on reviendra sur les priorités de ce semestre pour le département. Il y a les actions en rapport avec la crise sociale. Il y a bien sûr le circuit court qui est un vrai combat et qui évolue très vite dans notre département. Le budget citoyen, c'est une nouveauté et c'est bien d'apporter quelques précisions. Et puis le rapprochement des deux Savoies, vous en avez parlé dernièrement dans la presse. Alors tout d'abord, l'actualité, bien sûr, c'est la vaccination. Notre ministre de la Santé a annoncé 70 millions de vaccins pour fin août. Est-ce que vous y croyez? Et comment ça va se passer pour notre département? Et puis les stations, on a vu une image qui a choqué, un cercueil enterré par la neige, une symbolique qui fait vibrer un peu tout le département et la France entière. Alors, sur la vaccination, comme vous le savez, c'est l'État qui est en première ligne. Je souhaite que le ministre de la Santé a raison, puisque c'est vrai que par rapport à la plupart des pays européens, nous sommes en retard de vaccination. En tout cas, pour ce qui concerne le conseil départemental, nous sommes pleinement mobilisés aux côtés de l'État dans cette campagne. J'ai lancé la semaine dernière avec le préfet et les responsables du centre hospitalier de Chambéry la vaccination des résidents en EHPAD et des professionnels de santé. Nous sommes, comme vous le savez, co-responsables de la politique pour les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance en difficulté. Donc, nous sommes en première ligne et nous sommes à la disposition avec nos agents du département pour participer à cette campagne. Mais ce n'est pas nous qui fournissons les vaccins, donc on est évidemment contraint par leur disponibilité et on souhaite que ça aille le plus vite possible, bien sûr. C'est important. C'est important aussi pour nos stations. Elles seront fermées, ça a été décidé. Ça, c'est une nouvelle qui va être très dure au niveau économique. Trois mots me viennent à l'esprit. Tout d'abord, la colère, la mobilisation et le rebond. La colère, parce que ces derniers temps, la concertation n'a pas été formidable entre les pouvoirs publics et les milieux de la montagne, même si, au vu des nouvelles de ces dernières semaines, on s'y attendait un peu. Et nous sommes nombreux à penser qu'une activité, même réduite, dans des conditions sanitaires impeccables, puisque c'est ce à quoi nous travaillons depuis le mois de septembre dernier, aurait été préférable. Mais la décision appartient au gouvernement, il l'a prise. Donc maintenant, on est dans la phase de mobilisation, de façon à ce que personne ne soit au bord de la route avec les dispositifs d'aide et de soutien économique et social. Comme on dit, il y a évidemment beaucoup de trous dans la raquette. Donc notre rôle, à nous, élus de base sur le terrain, c'est de faire remonter les injustices, les inégalités, les détresses, de façon à ce qu'on puisse passer sur le plan économique cette période le moins mal possible. Sur le plan social, évidemment, le département est mobilisé avec tous les dispositifs d'aide dont nous disposons. Donc ça, c'est la mobilisation totale et elle va être très importante dans les prochains jours, et elle l'est déjà d'ailleurs depuis l'automne dernier. Et puis, il y a le rebond, parce que je pense qu'il ne faut pas se contenter, évidemment, de panser les plaies. Il faut le faire, mais il faut surtout construire l'avenir pour l'économie de notre Savoie, et d'ailleurs, je dirais, de nos deux départements savoyards, puisque, comme vous le savez, le tourisme est sous l'égide de Savoie-Mont-Blanc, tourisme que co-préside le député Vincent Rolland. Et nous avons à cœur, avec mon collègue de Haute-Savoie, Christian Monteil, d'organiser le plus rapidement possible des états généraux de l'avenir du tourisme savoyard. Donc nous sommes pleinement mobilisés pour l'avenir. Vous pensez que certains commerçants, certains artisans vont s'en remettre? Ça va être compliqué parce qu'on verra à la fin des dispositifs d'aide gouvernementaux une situation qui sera difficile, puisque évidemment les entreprises et les commerces
ne sont pas dans la même situation selon que ce soit des débutants ou des jeunes qui viennent s'installer ou des personnes qui ont les reins plus solides. Donc ce sera notre rôle avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec la Chambre des métiers, avec la Chambre d'agriculture, d'apporter les meilleures réponses pour cette sortie de crise. Il y a des choses surprenantes, par exemple en Suisse, on laisse les stations ouvertes, les remontées ouvertes, et on ferme les magasins. Oui, c'est assez étrange. De même, chez nos voisins italiens, il n'y a aucune aide économique pour les secteurs sinistrés. Donc je pense qu'il faut, et je le dis franchement, qu'il faut saluer de ce point de vue les décisions gouvernementales sur le plan économique, parce qu'on sent bien qu'il y a une vraie mobilisation, et ça, je voudrais le dire aussi. On parle des objectifs 2021, puisque bien sûr il faut avancer, vous êtes quelqu'un qui va de l'avant. Alors déjà le budget, j'imagine qu'avec tous ces précédents, vous avez dû un peu réviser la copie. Alors comment va-t-il se dispatcher? Quels sont les impacts par rapport à cette crise? On a voté à la fin de l'année un budget en très forte augmentation. D'abord parce que nous devons faire face à des dépenses en matière sociale, je pense notamment aux revenus de solidarité par l'activité, le RSA, mais aussi parce que nous avons décidé de jouer pleinement notre rôle de moteur pour l'économie savoyarde. Donc nous avons beaucoup augmenté notre budget d'investissement pour préparer l'avenir. La Savoie est le département qui a la dépense d'investissement par tête d'habitant la plus élevée en France. Alors c'est soit des investissements directs du département, je pense à la restructuration des collèges, aux travaux routiers notamment, soit des aides aux communes. Vous continuez et maintenez ces budgets. Oui, on les augmente. Une action est menée sur les circuits courts. Oui. Circuits courts, on en a beaucoup parlé l'année dernière et vous voulez continuer dans la bonne mouvance. Alors les circuits courts, c'est évidemment de produire le maximum local et bio pour l'assiette des Savoyards. Alors, nous, on a une responsabilité puisqu'on gère les cantines scolaires dans les collèges. Donc, on a déjà commencé cette politique il y a au moins 5 ou 6 ans, mais nous l'accélérons. Mais nous pensons que ce n'est pas seulement les cantines scolaires des collèges ou des communes ou des lycées qui sont concernés, mais c'est l'ensemble de l'approvisionnement savoyard. Donc, un de mes vice-présidents, Lionel Mithieu, une de mes vice-présidentes, Marie-Claire Barbier, travaillent avec tous les acteurs du terrain et notamment, nous savons qu'il faut développer, par exemple, le maraîchage en Savoie, de proximité, et que pour ça, il faut du terrain, il faut des hectares. Donc, on a tout un travail avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs pour développer l'offre alimentaire savoyarde au-delà de ce qui existe déjà. On peut dire qu'en termes d'image, vous souhaitez que le Savoyard s'alimente le plus proche de chez lui, finalement. Oui, mais je pense que c'est une aspiration de tout le monde. Moi, je connais beaucoup de maraîchers dans le secteur d'Albertville ou de la Combe de Savoie qui me disent avoir beaucoup augmenté leur production ces dernières années et qui vendent de plus en plus en vente directe. Et pour certains, ils vendent totalement en vente directe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a une énorme évolution des comportements sur ce sujet et il faut qu'on développe d'autres productions que le vin et les fromages en Savoie dont nous sommes si fiers. Et qui ont besoin de vous aussi. Hein. Oui, oui. Surtout la filière viticole. Et avec les restaurateurs qui sont fermés. Je pense beaucoup aux viticulteurs savoyards qui sont dans de grandes difficultés et que nous allons évidemment aider. Alors, on revient sur le budget citoyen. Ça, c'est une initiative qui vous tient à cœur. C'est un peu nouveau. Hein. Très peu de départements ou de villes en France l'ont fait. Mais vous souhaitiez donner 1 million aux citoyens pour des projets qui en valent bien sûr la peine. Oui, parce qu'on se rend compte que les projets du département ou les projets des communes ou des intercommunalités que nous aidons sont souvent des projets de taille évidemment assez importante. Bon. Et moi, je crois aux révolutions minuscules, si je puis dire. Je crois que les gens, nos compatriotes savoyards, ont plein d'idées qui ne sont pas forcément très coûteuses, mais pour lesquelles il n'y a pas de dispositif. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour qu'un projet puisse se mettre en place. Alors, il y a déjà beaucoup d'associations qui font un travail formidable, que nous aidons, notamment dans cette crise du Covid, parce qu'il ne faut pas les oublier, beaucoup d'entre elles souffrent, dans le secteur culturel en particulier, mais dans d'autres secteurs aussi. Mais ce que nous avons décidé, c'est de mettre en place un système que les citoyens décident. Donc, nous avons lancé un appel à projet, et donc jusqu'au 30 mars, les Savoyards peuvent proposer des idées. Et tout type d'idées. Ah oui, tout type d'idées. Alors,
il y a quand même un axe qui est le développement durable. Voilà, un axe qui est le développement durable. Il faut que ce soit pas éloigné des compétences du département, et puis il faut que ce soit légal, bien évidemment. Bon. Donc ces projets nous arrivent, on en a déjà de nombreux, mais les Savoyards, on va recommuniquer là-dessus, ont jusqu'au 30 mars pour nous présenter leurs projets, et ensuite à l'automne, une fois les élections départementales passées, même si on ne sait pas trop à ce stade à quelle date elles auront lieu, tous les Savoyards pourront voter par Internet pour dire quels projets ils doivent retenir. Donc, évidemment qu'il y aura un filtre territorial pour qu'aucun territoire ne soit oublié de Savoie. Il y aura des projets spécifiquement pour les jeunes et au maximum, ils pourront se monter à 50 000 €. Donc, on a voté une enveloppe, vous l'avez dit, prévisionnelle de 1 million, mais si vraiment le succès est au rendez-vous et que les projets sont intéressants, on pourrait la réévaluer. Donc tout le monde est invité Tout le monde est invité, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Très bien. Alors, on va parler du rapprochement des deux Savoies. Vous avez remis ça sur la table, si vous me permettez l'expression, il y a quelques semaines. Vous y tenez, hein? Non, ce n'est pas moi qui l'ai remis sur la table, c'est un sénateur haut-savoyard, Loïc Hervé, qui s'est exprimé suite à la création de la collectivité européenne d'Alsace, qui a vu le jour le 1er janvier. Et puis certains de vos confrères m'ont interrogé, donc je leur ai redit ce que je dis depuis longtemps, mais je suis en général quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de... J'aime mieux la descente que le slalom. Donc on connaît bien pour ça. Voilà, j'ai des convictions qui sont constantes, je ne suis pas une girouette, et je pense que le regroupement des deux départements savoyards, encore plus... Et la Haute-Savoie est convaincue, elle aussi ? Pour présenter... Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Moi, je pense qu'il faut... Le sujet n'est pas est-ce qu'on fait un seul département ou pas, ça, ce sera une conséquence. Je pense que ce qu'il faut d'abord faire, c'est ensemble, avec tous les acteurs, pas que les élus, les associations, les milieux économiques, les organisations syndicales, les métiers, il faut écrire un vrai projet d'avenir pour Savoie-Mont-Blanc dans les 30 ans qui viennent. Parce qu'on a énormément de sujets sur la table. On a évidemment le renouveau de notre politique touristique, on a nos politiques sociales, les politiques environnementales. Il faut que notre territoire de Savoie-Mont-Blanc soit exemplaire en matière de développement durable. On a la question des transports sur le sujet tunnel du Mont-Blanc, Lyon-Turin, sur les difficultés de trafic Genève, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian et jusqu'à Grenoble. Donc on a plein de sujets sur la table. Et moi, ce que je voudrais demander aux Savoyards des deux départements, comment souhaitez-vous vivre et travailler au pays dans les 30 prochaines années? Et ce pays, soit c'est le nôtre parce qu'on y est né, soit parce qu'on a décidé de venir y vivre et travailler. Donc je pense que c'est d'abord un projet. Et je pense ensuite, dans un deuxième temps, quand ce projet sera discuté, élaboré, je pense qu'un seul département Savoie-Mont-Blanc est la bonne échelle. Pourquoi ? D'abord parce que les régions se sont agrandies. Et donc nous avons une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est grande comme l'Autriche. Et je pense qu'il faut qu'à l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on crée ce pôle de stabilité et de décision. La deuxième raison, peut-être encore plus importante, c'est que ni Annecy ni Chambéry ne seront jamais des métropoles. Et on voit que les métropoles prennent de l'ampleur. Et donc, entre guillemets, le territoire des deux Savoies est coincé entre Genève, Lyon et Grenoble, et que si nous ne créons pas un pôle de décision ici, nous le regretterons dans les décennies qui viennent. Je prends l'exemple de l'université, qui est une initiative des deux départements ensemble, Savoie-Mont-Blanc. Si on n'avait pas fait cette politique depuis 30 ans, notre université n'existerait pas, où elle serait aspirée par Grenoble et Lyon. J'ai rien contre Grenoble et Lyon, mais on a dans nos deux départements plus d'1,3 million d'habitants, avec une population qui s'accroît. Les Savoyards des deux départements ont le droit d'avoir des services privés, des services publics,
de proximité, et seule une collectivité Savoie-Mont-Blanc peut porter ça. Par exemple, j'ai une idée qui m'est chère, que je voudrais promouvoir, c'est que je pense qu'on devrait créer un centre hospitalier universitaire Savoie-Mont-Blanc. Je veux dire, quand on voit les plateaux techniques qu'on a déjà dans les deux départements, l'excellence des personnels de santé, le besoin de formation que nous avons pour tous les professionnels de santé, il n'y a aucune raison qu'on s'en remette à d'autres. Il y a un CHU à Saint-Étienne pour une population bien moins importante que les deux Savoies. Je pense qu'on devrait avoir un CHU en Savoie là. Donc moi, je pense que c'est un projet d'avenir. Alors après, il y a des questions administratives. Est-ce qu'on fait une seule... Ça, pour moi, ce n'est pas le plus important. Il faudra bien 3 décennies pour y arriver. Non, je ne pense pas qu'il faut 3 décennies. Je veux dire, ce débat peut être fait rapidement. D'ailleurs, avec ce qui se passe avec la Covid et la sortie de crise qui existera bien un jour, il faut se projeter dans l'avenir, parce qu'actuellement, tout le monde est inquiet, et c'est normal. Les humains sont câblés, entre guillemets, pour anticiper. Aujourd'hui, on ne peut rien anticiper avec cette épidémie qui a des hauts et des bas, avec des confinements, des reconfinements. Moi, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres vers l'avenir et se projeter vers l'avenir, et que c'est un beau projet d'avenir que nous devons construire ensemble. Et je suis persuadé qu'il se fera peut-être plus vite qu'on ne pense. Une fois de plus, on vous sent très déterminé sur le sujet. Oui, c'est un sujet qui me passionne. Il ne faut pas vous lancer, comme on dit. On va revenir quand même sur une année importante. C'est l'année électorale pour le département. Comment vous voyez les choses ? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas quand auront lieu les élections, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Très honnêtement, je pense que ce n'est pas le souci de nos compatriotes pour l'instant, puisqu'on est dans la gestion de la crise sanitaire, dans la gestion de la crise économique. On ne sait pas si les cantonales auront lieu, et les régionales, au mois de juin ou au mois de septembre, donc on en parlera le moment venu, mais ça me semble maintenant prématuré. On ne risque pas de revivre ce qu'on a vécu pour les municipales, c'est-à-dire un certain public qui complètement zappe les élections. Je pense qu'il faut d'abord qu'il puisse y avoir une vraie campagne, parce qu'une campagne électorale, c'est noble, entre guillemets, puisque c'est un moment d'explication et de débat, et il faut évidemment que ce débat ait lieu, parce que si on est en état d'urgence sanitaire et avec un confinement, c'est extrêmement compliqué, donc mais on en parlera le moment venu. Très bien. Alors on va finir par un côté un peu plus personnel, si vous me permettez. Vous venez d'obtenir un prix pour un livre que vous avez écrit, le prix Jean Saint-Denis. Je pense que ça vous fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, et surtout qu'il est prestigieux, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Un livre que vous avez écrit en 2019, le prix a été obtenu en décembre dernier, Un homme en guerre, voyage avec Bernard Beffal. C'est un résistant savoyard, et vous avez découvert cette personne finalement en flânant dans une librairie parisienne. En fait, je suis passionné d'histoire, donc je connaissais Bernard Fall, puisque c'est un spécialiste de la guerre d'Indochine et du Vietnam, mais pour moi, c'était un universitaire américain. Et un jour, je trouve un livre en solde dans une librairie, et je vois en 4e de couverture que Bernard Fall, professeur de relations internationales à Washington, virgule, après avoir été résistant en Savoie. Alors mon sang de Savoyard n'a fait qu'un tour, et donc je me suis dit, il faut enquêter sur Bernard Fall, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait... vous n'avez pas fait semblant, parce que vous avez fait quasiment... non, puisque en fait, en 2 mots, Bernard Fall est né en 26, et il est mort en 67, pendant la guerre du Vietnam, puisqu'il était aussi reporter de guerre, et il a sauté sur une mine au Vietnam. Donc c'est une vie courte, mais une vie héroïque, car cet homme fut un valeureux. C'est un enfant juif né à Vienne, en Autriche, en 26. Il a émigré en France en 38 avec sa famille. Ses parents ont été raflés pour être déportés en 42 à Nice. Et il rentre à 16 ans dans la Résistance. Et après, c'est une vie romanesque assez incroyable. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 1944, il était en Savoie pour la libération de la Savoie. Donc j'ai fait une enquête. Il n'y avait pas grand-chose sur sa vie. D'ailleurs, dans le livre, je raconte cette enquête. J'ai retrouvé sa femme qui a plus de 90 ans et qui est toujours vivante grâce à Facebook et qui vit à Washington, que je suis allé voir. Je suis allé fouiller ses archives qui sont à Boston, à la John Fitzgerald Kennedy Library, où j'ai d'ailleurs découvert une carte de la Savoie annotée de sa main avec toutes les opérations de la libération en 1944, qui est reproduite dans le livre. Je suis allé à Vienne, en Autriche, où j'ai retrouvé une de ses cousines qui a échappé à la Shoah. Je suis allé au Vietnam,
sur ses traces pour voir où il avait été. Voilà. Donc, et à Nice, bien sûr. Ouais, déterminé dans la vie publique comme dans la vie privée, finalement. Voilà. Et j'ai retrouvé, grâce au maire de Conju, on ne va pas vous arrêter là, non? Non, mais je termine, parce que c'est savoyard. Grâce au maire de Conju, j'ai retrouvé la maison dans laquelle il était hébergé pendant sa clandestinité en Savoie, au bord du lac du Bourget. Dites-moi, Hervé, qu'est-ce qui fait que vous avez la flamme le matin quand vous levez encore et toujours? Parce que je pense qu'on a envie de faire des choses, et voilà, je ne me pose pas trop la question. Voilà, je me pose pas trop la question. Les vœux pour les citoyens qui vous regardent, les internautes? Évidemment, le meilleur pour vous et les vôtres dans cette année nouvelle difficile. Alors c'est vrai qu'avec ce déluge de mauvaises nouvelles, avec toutes ces incertitudes, la situation peut paraître désespérée, mais moi je crois qu'il faut toujours garder une petite flamme espérance au fond du cœur. Parce que le désespoir, bien sûr qu'on est tous atteints par le désespoir. Hein. On a tous nos moments de moins bien, comme on dit. Mais il faut les surmonter, et je pense qu'on peut les surmonter ensemble, et pas tout seul. Santé et mentale, quoi. Voilà. Merci Hervé Guémard pour Merci cet beaucoup. entretien de début d'année. À très bientôt sur Savoie News.